Ça fait maintenant un an que la Switch 2 est sortie et il s'en est passé des choses depuis beaucoup de jeux qui sont sortis, beaucoup d'avis positifs comme négatifs bien sûr, et une récente augmentation du prix de la console de 30 €. On peut dire que c'est pas les sujets de discussion qui manquent. Mais alors après tout ce temps, est-ce que c'est une bonne console ou pas finalement? Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On revient un peu en arrière, l'annonce de la Switch 2 avec Mario Kart World, ça avait créé beaucoup de fantasmes, que ce soit pour le catalogue de jeux, mais aussi pour la console en elle-même. Quand on a eu les premières images de la console, les théories sur internet se sont multipliées pour savoir c'était quoi ce petit bouton C là. Alors certains pensaient à un bouton de casse pour avoir un système de deuxième écran comme sur la Wii U, certains pensaient à un bouton pour accéder à sa liste d'amis, donc plus un bouton community. Bon, au final ce bouton, vous le savez sûrement, c'était pour la fonctionnalité Game Chat, qui permet d'appeler ses amis et de faire des partages d'écran, sauf qu'au final personne s'en sert parce que c'est super mal branlé. Mais c'est le même principe que Discord. Le problème de cette feature sur le bouton C, le Game Chat, c'est que c'est une feature qui est payante. Parce que pour utiliser le Game Chat, il faut avoir le Nintendo Switch Online, l'abonnement à l'année. On est donc sur une console qui a un bouton qui ne sert à rien si vous êtes un joueur de jeu solo. Et perso, je suis désolé, mais je trouve ça dingue en termes de hardware, en termes de design, de proposer un bouton où si vous payez pas l'abonnement, le bouton il sert à rien. Mais rien du tout. Donc ça c'était une des premières grosses aberrations quand on a découvert la console et qu'on a compris ce que c'était. Mais c'était loin d'être la seule. Mais en parlant du hardware, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah rien en fait. On a rien, on n'a plus d'écran OLED, on a une batterie qui est beaucoup moins performante et qui tient seulement 2 heures sur des jeux comme Zelda. Les cartes micro SD sont devenues pour la plupart incompatibles parce que maintenant Nintendo nous demande d'utiliser des cartes micro SD express, donc très spécifiques. Enfin si, on a quand même une feature révolutionnaire, on a les Joy-Con qui peuvent maintenant servir de souris. Voilà, truc de fou. Alors honnêtement, quand ils ont annoncé cette feature, moi je faisais partie de la team qui était optimiste et je voyais un intérêt à ça et je disais franchement, si le jeu ils arrivent à bien s'en servir, s'ils arrivent à bien incorporer cette mécanique, ça peut vraiment être cool. Et visiblement ils ont pas réussi à bien l'incorporer. Alors oui, la feature est présente sur quelques jeux, on l'a notamment sur Metroid Prime 4, on l'a sur Pocopia, mais c'est mal fait et en fait c'est pas du tout agréable à utiliser, donc c'est des trucs qui servent à rien que personne n'utilise. Et puis c'est tout, aucune autre nouveauté en termes de hardware, à la limite on peut quand même notifier que pour l'instant, le problème du Joy-Con Drift, ça a l'air d'être très peu présent, voire inexistant sur Switch 2, à moins que je sois pas au courant, mais ça a l'air d'être vraiment bien moindre que sur la première Switch en tout cas. Et il y a évidemment des évolutions techniques pour la performance, etc. Mais ça, je pense pas avoir besoin de le préciser, surtout que je suis loin d'être expert là-dedans. Mais par contre, ça se fait au détriment de deux choses. Premièrement, la prise en main, parce que du coup, la console est clairement plus grande que la première Switch. Attendez, je vais vous faire un comparatif. Donc pour le comparatif, ça, c'est la toute première Switch. C'est pas une Switch OLED, c'est pas une Switch Lite, c'est juste la première Switch. Et ça, c'est la Switch 2. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence de taille, d'épaisseur, etc. Enfin, épaisseur, pas tellement. En vrai, si je suis honnête, au niveau de l'épaisseur, c'est pas choquant, mais il y a quand même une grosse différence de taille et de poids, parce que oui, c'était justement mon deuxième point. Le poids aussi. Le poids sur la Switch 2, clairement, elle est plus lourde. Elle est plus lourde, donc c'est peut-être un peu moins agréable à jouer en portable. Moi, en général, je joue que en console de salon quasiment, mais j'ai quand même évidemment testé plusieurs heures le mode portable. C'est pas hyper agréable, puis surtout que la prise en main sur la première Switch, c'était déjà pas ça, mais au moins elle avait l'avantage d'être légère. Là, la prise en main, elle est pas folle. Et maintenant, en ce qui concerne le software, ça c'est pareil que la première Switch. Voilà, c'est de la merde, c'est la même chose exactement, c'est exactement la même interface mot pour mot, avec le même arrangement d'icônes, le même environnement, le même Nintendo eShop, c'est pareil. C'est vraiment un copier-coller, on se croirait pas sur une nouvelle console en fait. C'est pas du tout chaleureux, c'est froid, c'est dommage quoi. En fait, tu ressens aucun plaisir quand tu obtiens cette nouvelle console, t'as pas de nouveaux menus, t'as pas de nouvelles icônes, tu te dis mais c'est quoi la nouveauté dans cette console à part les performances? Spoiler, il y en a pas tellement d'autres en fait. Maintenant qu'on a survolé un petit peu cet aspect hardware, technique, etc., tout ce qui est nouveauté de la console en elle-même, même si je me suis pas attardé sur les détails techniques parce que voilà, on va pas tergiverser là-dessus, mais en tout cas en ce qui concerne maintenant les jeux, et parce que je vous rassure, il y en a des choses à dire. Déjà, on peut parler de leur sublime idée de faire des jeux Nintendo Switch 2 édition. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, évidemment, ce sont des jeux qui existaient sur la première Switch, qui ont été portés sur la deuxième Switch, et ils ont mis Nintendo Switch 2 édition parce qu'il y a quelques modifications. Alors, les modifications, ça va de tout à rien, c'est-à-dire que on a des jeux où c'est juste des modifications de résolution et ça change quasiment rien. Parfois, on a un peu plus que ça, ce qui justifie selon eux de le faire payer 10 € de plus. Par exemple, les Zelda Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, ils ont eu des upgrades de résolution, de framerate, etc. Donc pour le coup, très agréable, mais ça reste quand même 10 € la mise à niveau, 10 balles. À la base, les jeux, ils coûtaient 60.
au prix fort. Tu les trouvais à 45 en magasin. Donc là, tu payes plus d'un cinquième du prix juste pour avoir quelques FPS en plus. Mais il y a aussi des Nintendo Switch 2 édition qui sont carrément des DLC. On peut penser à Mario Party où vraiment ils font payer la Nintendo Switch 2 édition et t'es obligé de prendre le DLC avec. Et alors autant moi je suis pas du tout un hater du système de DLC et tout, il y a pas de souci. Sauf que là c'est un peu vicieux parce que du coup les DLC ils sont réservés à la version Switch 2. C'est-à-dire que le jeu il marchait très bien sur la première Switch, ils ont fait un DLC pour un jeu Switch 1, mais le DLC est exclu à la Switch 2. Bon, clairement, c'est une technique marketing pour vendre des Switch 2, hein, pour vendre des consoles, on n'est pas dupe, mais on peut quand même questionner un petit peu la morale de cette pratique, quoi. Et les Nintendo Switch 2 édition, quand il y a des DLC, c'est des pratiques d'autant plus étranges parce que du coup, les DLC sont indissociables des améliorations de framerate. C'est-à-dire, si t'as adoré Zelda Tears of the Kingdom et que t'as envie de profiter juste d'un meilleur framerate, tu payes ta mise au niveau 10 €, il n'y a pas de souci. Par contre, si t'as aimé Mario Wonder et que t'as envie de profiter d'un meilleur framerate, des performances de la Switch 2, eh bah, il n'y a pas de souci, tu peux l'acheter ton amélioration de framerate, mais t'es obligé d'acheter aussi le DLC Rendez-vous au Parc Bellabel. T'as pas le choix, c'est indissociable. Si tu veux un meilleur framerate, tu auras le DLC, t'es obligé. Donc tu dois payer tes 20, 25, 30 €, enfin je sais plus c'est combien, mais t'es obligé de payer un surcoût pour un DLC que tu voulais peut-être pas forcément. Alors évidemment, ils ont rien inventé sur ce genre de pratique, ça c'est clairement déjà vu, mais voilà, là clairement ils l'ont démocratisé, ça s'est fait sur énormément de jeux, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est pas comme si la première Switch était incapable de tenir les DLC, donc voilà, on peut quand même un peu remettre en question pourquoi ils font ça, c'est bizarre. Mais au-delà de ces Nintendo Switch 2 éditions qui sont un peu confuses, un peu compliquées à comprendre, on a eu évidemment des jeux de lancement. On a eu le plus important, Mario Kart World bien sûr. Alors Mario Kart World, moi j'ai beaucoup de griefs avec ce jeu, pour autant je considère pas que ce soit un mauvais jeu, enfin vraiment les gens ont craché à la gueule de Mario Kart World pour rien. Clairement ça reste un très bon jeu, très qualitatif, l'open world est vraiment joli, hyper travaillé, il y a beaucoup de détails, le fait de pouvoir explorer tous les circuits librement c'est très très cool. Le jeu a des vraies grosses qualités, les courses à 24 joueurs aussi c'est très original, même si ça plaît pas à tout le monde, mais ça a le mérite de renouveler la licence, la formule. Mais je considère quand même que le jeu a pas mal de problèmes. Déjà, le mode bataille, il pue la merde. C'est le même problème que dans Mario Kart 8 Deluxe. C'est inintéressant, c'est nul. C'est vraiment, ils ont découpé des parties de l'open world pour te mettre dedans des parties au hasard, random. Genre, ça se voit que, allez, on va dire qu'il y a 3 arènes dans le mode bataille qui ont été pensées pour être des arènes. Et le reste, ça se voit que c'est vraiment juste, ils ont coupé des circuits et ils les ont foutus là-dedans. La sélection d'objets est vraiment pas intéressante. Enfin, c'est-à-dire que les nouveaux objets, c'est une carapace de pièces, un item Kamek qui, certes, est rigolo et assez sympa. Mais voilà, ça fait juste spawn des ennemis devant toi, c'est pas non plus la révolution. Le système de déblocage de skins et de personnages, il est catastrophique. Enfin, littéralement, l'objet Kamek, ça te débloque des persos, sauf que tu dois subir l'objet Kamek. Donc, c'est-à-dire que c'est les ennemis qui doivent activer le pouvoir, donc qui débloquent les skins pour toi. Et c'est random, c'est aléatoire. Et pareil, le système de déblocage de skins, faut que tu manges des hamburgers et des sushis. C'est un horrible système que j'ai détesté pour débloquer les personnages. Et encore aujourd'hui, je ne les ai pas tous débloqués et je ne le ferai certainement jamais parce que ça me saoule. L'open world, malgré qu'il soit bien travaillé avec plein de détails, etc., il n'y a rien à faire dessus. Enfin, c'est que des missions redondantes où il faut juste passer dans des anneaux en boucle. Ce n'est que ça. On regrette le mode mission de Mario Kart DS qui était bien mieux. On s'attendait à des combats de boss et tout, des trucs de fou sur l'open world. Que dalle! La feature principale du jeu, c'est l'open world et la Rainbow Road, c'est le circuit le plus iconique de chaque jeu et le Rainbow Road n'est pas explorable dans l'open world. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Maintenant, le gameplay reste sympa et tout, mais voilà, Mario Kart World, c'était un jeu qui m'a beaucoup déçu, qui a beaucoup de défauts, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas à la hauteur en fait de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Mais on avait aussi 2 autres jeux en jeu de lancement. On avait Drag X Drive, qui était ce fameux jeu en fauteuil roulant, un peu handisport, où c'était du basket et où effectivement on devait jouer des petits personnages sans âme qui devaient mettre des paniers tout simplement. Ce jeu là pour moi c'est un ovni parce que à la fois effectivement c'est un jeu de démonstration pour montrer la technique autour des Joy-Con que tu peux faire rouler en mode souris, ce qui est assez original, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fait un jeu aussi morne, aussi inintéressant. Enfin, le jeu on dirait pas Nintendo qui l'a fait, quoi. Il a aucune âme. Évidemment, contre toute attente, le jeu a floppé et personne n'en a parlé. C'était vraiment, c'est passé inaperçu et c'est osef. Parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien. Et le 3e jeu de lancement qu'il y a eu, c'est Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Alors là, c'est pareil, ça a été une grosse polémique autour de la Switch 2. Parce que, globalement, pour le faire très clairement, c'est un manuel d'utilisation de la Switch 2. C'est-à-dire que vous avez des mini-jeux,
pour vous expliquer comment les features marchent, pour les vibrations, pour le truc infrarouge, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment une compilation de mini-jeux qui vous permettent de découvrir le hardware de la Switch, qui est une très bonne idée, mais c'est un truc qui aurait dû être gratuit. Au final, il est sorti, je crois qu'il coûtait 10 ou 15 euros. Enfin, c'est beaucoup trop en fait. C'est pas possible. C'est un jeu qui aurait dû être préinstallé sur la console. Mais là, on a parlé que des jeux de lancement. Il y a eu beaucoup d'autres jeux sur la Switch 2 après ça. Évidemment, un des premiers qui me viennent en tête, c'est Donkey Kong Bonanza parce que je l'ai adoré. Donkey Kong Bonanza, je l'ai trouvé vraiment trop cool, il est giga sous-coté, les gens n'en parlent pas suffisamment pour une simple et bonne raison, c'est que c'est Donkey Kong et pas Mario. Voilà, non mais il faut dire la vérité, au bout d'un moment, Donkey Kong Bonanza c'est un jeu qui est à la hauteur des Mario 3D, qui se tape avec Mario Odyssey sans aucun problème, c'est un jeu qui le regarde dans les yeux, et personne n'en a suffisamment parlé à mon goût parce que c'est pas Mario, mais il est vraiment très bon, les musiques sont très cool, c'est un putain de bon platformer en 3D, et surtout, avec cette feature de voxels qui sont destructibles, ça me sidère qu'ils aient réussi à faire un jeu avec un très bon level design alors que tu peux détruire tout l'environnement. Franchement, c'est une vraie prouesse, bravo. Et franchement, si vous voulez jouer à des jeux sur la Switch 2 et que vous savez pas lesquels acheter, moi je vous conseille vraiment celui-ci. Si vous aimez les platformers 3D, c'est tout droit. Mais il n'y a pas eu que du positif peu de temps après la sortie de la Switch 2, puisqu'on a embrayé avec Pokémon Legends Zelda, qui était un jeu qui a été reçu assez tièdement, pour ne pas dire froidement, pour ne pas dire que le jeu s'est pris une petite sauce. Alors c'est un jeu qui a quand même une technique bien meilleure que Pokémon Écarlate et Violet à sa sortie, mais c'est un jeu qui est sorti avec beaucoup de problèmes, qui est toujours pas beau, hein. C'est toujours le problème des jeux Pokémon récents, enfin malheureusement sur la Switch il y en a aucun qui est au niveau, à part peut-être Pokémon Let's Go aussi qui a une DA sympa, mais tous les autres jeux Pokémon c'est catastrophique, enfin vraiment ça va pas du tout, il est sorti moche. Il est sorti avec des murs invisibles de partout, avec un level design horrible. Enfin, Pokémon Legends Zelda, ça a été une sortie très compliquée. Moi, à titre personnel, je n'y ai pas joué, donc je vais pas me prononcer sur le gameplay, etc. Moi, je me prononce que sur ce que j'ai pu voir, et ce que j'ai vu, c'était compliqué. Alors, par contre, effectivement, le jeu avait l'air quand même de renouveler un peu la formule, c'est tout à son honneur, et je ne pense pas que le jeu soit une immense merde, comme certains ont voulu le prétendre. Je pense qu'il y a aussi vraiment une croisade contre la licence Pokémon, parce que c'est vrai qu'ils prennent un peu les gens pour des cons et du coup les sentiments négatifs envers cette licence sont décuplés. Moi je pense que le jeu devait être assez sympa. Maintenant, je vous le dis, c'est pas pour ce jeu-là qu'on va aller acheter une Switch 2, hein. Faut pas acheter la console pour ça. Après Pokémon Legends Zelda est sorti un autre jeu que j'attendais tout particulièrement, Hyrule Warriors et les Chroniques du Sceau. Alors la formule Warriors, vous la connaissez très certainement, c'est un jeu où on va se taper, se foutre sur la gueule sur des centaines et des centaines d'ennemis sur une map, on va aller capturer des territoires, et on avance dans l'histoire avec un cast de personnages en général assez généreux, et justement on va en reparler. Parce que pour être honnête, ce jeu-là, il m'a un peu déçu, j'avoue que je m'attendais à beaucoup, j'ai adoré Zelda Breath of the Wild, et j'ai surkiffé Zelda Tears of the Kingdom, j'en attendais beaucoup du scénario, je considérais que vraiment il y avait tellement de choses à apporter. Enfin, si vous connaissez TOTK, ça se passe majoritairement dans le passé du côté de Zelda. Et effectivement, là, Zelda, c'est la protagoniste. Et je me suis dit, bah là, on aborde le passé. Enfin, on peut avoir tellement de choses, tellement de liberté scénaristique. Et il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant, globalement. Ils nous introduisent un golem qui ressemble à Link comme deux gouttes d'eau. Donc c'est vraiment juste parce qu'il fallait que Link il soit jouable malgré tout, mine de rien. Il fallait reprendre son moveset du jeu précédent, l'ère du fléau. Donc ils ont fait un golem qui a la même gueule que Link. Ils ont fait un Korogu qui parle. Mais ça va pas beaucoup plus loin et c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que je m'attendais à beaucoup. Et pour le coup, le jeu fait le strict minimum. C'est-à-dire que il remplit sa fonction, il remplit son cahier des charges, mais ça va vraiment pas plus loin du tout, quoi. Le gameplay, c'est pareil, c'est un peu compliqué. En fait, je trouve qu'il est trop similaire au premier jeu, mais en moins bien, quoi. C'est-à-dire que les missions sont plus courtes, ce qui est dommage. Moi, j'aime bien dans les mousseaux quand il y a des missions qui durent un minimum de temps. Là, vraiment, la moyenne de temps des missions, sans déconner, je pense que c'est 6 minutes. Donc ce qui est vraiment extrêmement court, c'est vraiment une folie, hein. Le cast de personnages, il est franchement catastrophique, enfin ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'on a deux personnages essentiels qui sont Ganondorf et Sonia, que vous connaissez si vous avez joué à TOTK, qui ne sont pas jouables. Vraiment, on a plein de lieutenants random qu'on ne connaît pas, dont on se branle, mais il y a des lieutenants qui sont jouables, qui ne servent à rien scénaristiquement. Donc moi je trouve ça un peu compliqué. Et après il y a un point positif, mais qui est un peu à nuancer aussi, c'est que pour le coup dans ce jeu-là, il y a énormément de manières de jouer. Il y a énormément de possibilités, il y a plein de... Entre les éléments que tu peux fusionner à tes armes pour booster les dégâts avec toute la technologie Sonao et tout. Enfin, il y a vraiment une grande palette de mouvements, mais à force de pouvoir faire trop de choses, je trouve qu'on s'y perd un peu et surtout
ça enlève un truc essentiel pour moi, c'est le caractère unique des personnages. Parce que du coup, tu peux équiper plein de capacités sur tes personnages, et tu peux équiper les mêmes sur tous les persos. Tu peux équiper une capacité de feu, de glace, d'électricité, et du coup, tu te dis, mais du coup, ils servent à quoi mes personnages maintenant? En fait, ils servent plus à rien, maintenant, c'est juste des machines à frapper, c'est juste est-ce que j'aime bien les coups ou pas, mais sauf que derrière tu peux équiper plein d'items qui en fait vont te permettre d'avoir les mêmes effets à chaque fois sur tous les persos quoi. J'ai trouvé ça un peu dommage quand même. Malgré tout, le jeu reste objectivement bon, ça reste un bon Warriors, un bon jeu dans la formule Musou. Si vous aimez bien, vous ne serez pas déçus, mais il faut pas s'attendre à un jeu Zelda de grande envergure, c'est pas le cas. On arrive à un de mes coups de cœur de la Switch 2, Kirby Air Riders, qui est tout simplement un classique du genre, qui est un Mario Kart World, qui est un Sonic Racing Cross World, qui est un monstre, un mastodonte du jeu de course. Non mais plus sérieusement, Kirby Air Riders, j'ai adoré le jeu, je l'ai trouvé vraiment très rigolo. Alors c'est Masahiro Sakurai derrière, donc le papa des Smash Bros, et ça se ressent vraiment dans le gameplay, c'est très frénétique, il se passe beaucoup de choses, et il y a plein d'éléments de personnalisation, plein de personnages, plein de véhicules, plein d'objets, enfin, il y a vraiment à boire et à manger. Kirby Air Riders, j'ai adoré, c'est vraiment génial. Maintenant, si on se prend du recul et qu'on se parle objectivement, Kirby Air Riders, ça reste un jeu de la licence Kirby, donc qui est très enfantine, mais Kirby Air Riders, il faut que vous ayez conscience, si vous voulez l'acheter, que c'est un jeu très technique, et je ne dis pas ça pour faire le maxeur, pour montrer que ah moi je suis fort sur le jeu, je suis technique machin, non non, tout le monde est d'accord pour le dire. Kirby Air Riders, c'est un jeu difficile, vraiment, c'est pas simple du tout, les dérapages sont très techniques, sont très compliqués, il y a plein de types de dérapages différents, le jeu est très frénétique, ça va très vite, enfin vraiment, faut avoir conscience que Kirby Air Riders, si vous allez dessus, c'est peut-être pas votre enfant de 8 ans qui va aimer y jouer, ou en tout cas, il va aimer y jouer, mais il va jamais réussir à gagner. Il va aimer parce qu'il y a des couleurs et parce que c'est Kirby, mais il gagnera pas. C'est très difficile Kirby Riders, vraiment. Faut avoir conscience de ça, et du coup, ça me fait quand même me dire que j'ai l'impression que le jeu sait pas trop à qui s'adresser en fait. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, si vous allez dans le online de Kirby Air Riders, il n'y a plus personne. Le jeu est mort dans son online au bout de 2 semaines. Alors, je nuance quand même, en vrai tu peux trouver des gens évidemment si tu attends 2-3 minutes, mais 2-3 minutes d'attente déjà c'est long, et surtout quasiment tous les joueurs sont regroupés dans le mode City Trial, mais du coup les deux autres modes de jeu qui sont Air Ride et Top Ride ne sont pas joués quoi, enfin vraiment ça prend des minutes et des minutes entières pour trouver ne serait-ce que 4 joueurs, donc faut savoir dans quoi vous vous embarquez, c'est très technique et globalement plus personne y joue. Metroid Prime Beyond, alors là c'est un jeu que je n'ai pas joué, donc je vais pas trop pouvoir me prononcer au niveau du gameplay, mais d'après ce qu'on a vu c'était très compliqué, les retours ont été un peu froids, beaucoup trouvaient que c'était beaucoup trop d'attente pour un jeu un peu décevant quand même, pas vraiment à la hauteur, et au-delà du gameplay dont on pourrait parler, mais pour le coup j'ai pas fait le jeu donc je vais pas me prononcer, mais au-delà du gameplay, c'est surtout ce qui englobe un peu le jeu, c'est-à-dire les nouveaux PNJ qui ont été très mal reçus, le fait que Metroid c'est un peu gardien de la galaxisée. J'ai vu ce genre de retour sur les PNJ et clairement j'ai vu des extraits aussi, ça avait l'air effectivement un petit peu compliqué. Et surtout le désert dans Metroid Prime 4, hein, pour ceux qui ont vu des images de gameplay du désert, c'est vide, il se passe rien, vous êtes sur une moto et vous vous baladez, apparemment il y a vraiment rien à faire, ce qui est quand même assez étonnant de la part de Nintendo quand ils nous ont fait des jeux comme Zelda, Tears of the Kingdom, enfin des open world qui sont vraiment très très quali. Bon bah là ils nous servent un open world fat quoi. Mais j'y ai pas plus joué que ça donc je sais pas, après ce sera à vous de faire votre avis. Mario Tennis Fever ensuite, compliqué aussi Mario Tennis Fever, globalement le mode solo il est merdique, n'ayez aucune attente. Vraiment partez du principe que le mode solo c'est juste un tuto. N'ayez aucune attente en termes de scénario ou quoi que ce soit parce que ça pue la merde. Ça pue la merde et vraiment j'avais enregistré une review, une critique sur Mario Tennis Fever, je parlais beaucoup du mode solo, sauf que entre temps l'audio s'est corrompu et tout, enfin bref c'était la merde, c'était insupportable donc j'ai fini par abandonner le projet. Mais vraiment Mario Tennis Fever, pour moi c'est un jeu qui en termes de mode solo ne vaut pas le coup, et pour le reste non plus. Le jeu a un contenu qui est très généreux, avec énormément de personnages, avec beaucoup de Racket Fever qui est la nouvelle mécanique, en gros c'est juste des super pouvoirs quoi dans l'arène. C'est assez original et tout, mais franchement c'est beaucoup trop proche du premier jeu, en fait c'est pas possible, enfin, c'est à dire que le dernier Mario Tennis il est sorti il y a genre 8 ans, et t'as l'impression de jouer au même jeu avec une nouvelle mécanique, en fait c'est pas possible, enfin restez sur Mario Tennis Aces, je vous jure que ça c'est largement suffisant. N'achetez pas Fever, ça n'en vaut pas la peine. Pokémon Pokopia, là on discute, là c'est du vrai gros jeu qui a mis globalement tout le monde d'accord, ce qui est peut-être un des seuls pour l'instant de la Switch 2 qui a mis tout le monde d'accord. Vraiment Pokopia c'est, pour ceux qui n'ont pas vu, globalement un mélange entre Minecraft et Animal Crossing, voilà, pour le résumer très grossièrement c'est ça, et c'est un jeu qui a été
adoré, ça a été une très bonne surprise pour tout le monde parce qu'en plus on était beaucoup à se dire ah, ça va être un petit jeu à la con, ça va pas être grand chose. Non, non, Pokopia c'est un véritable banger, vraiment. C'est un putain de jeu, ça a été hyper bien reçu. Et franchement, la réception ne vient pas de nulle part parce que le jeu en vaut vraiment le détour. Alors, à titre personnel, je n'y ai pas encore joué. C'est dans la liste de jeux que je veux faire incessamment sous peu. J'ai vraiment très envie d'y jouer, ça a l'air génial. J'ai vu des streams dessus et tout, c'est trop cool. Et vraiment, pour le coup, ça, c'est un jeu qui vaut le détour et c'est un jeu qui a déjà fait et qui va continuer, je pense, de faire vendre des Switch par palette. Donc là, on arrive aux jeux qui sont sortis très récemment. On a aussi Tomodachi Life qui n'est pour le coup pas une exclue Switch 2, hein, comme Pokémon Legends Zelda. C'est deux jeux qui sont aussi sortis sur la Switch 1. Mais bon, ça reste des exclus Nintendo, donc je les mentionne évidemment parce que c'est aussi très centré sur la Switch 2. Et Tomodachi Life, écoutez, j'ai trouvé ça très rigolo. Au début, genre les 15-20 premières heures de jeu, j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment extrêmement drôle, tu passes de très bons moments, surtout que voilà, en fait la seule limite c'est ta créativité, donc c'est génial, mais le jeu devient très vite redondant et au bout d'une quinzaine de mis sur ton île, ça commence à être tout le temps les mêmes cinématiques, tout le temps les mêmes interactions. En fait, le seul truc qui change, c'est ce que tu leur fais dire. C'est pas le genre de jeu sur lequel vous allez passer 70 heures. Et le fait que ta créativité ce soit la seule limite, bah à la fois c'est très positif et à la fois ça peut aussi être un frein, parce que s'il y a un jour où t'es pas inspiré, que tu sais pas quoi leur faire faire, bah globalement tu vas pas savoir quoi faire sur ton île, hein, parce que tu vas pas savoir quoi leur faire dire, tu vas pas leur créer de nouvelles interactions, machin. Enfin, du coup, c'est un peu compliqué aussi quand même. Donc, globalement, c'est vraiment toi qui fais vivre le jeu, mais le jeu ne fait rien pour te retenir. Et le dernier jeu en date qui est sorti, c'est Yoshi and the Mysterious Book. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 3 juin 2026. Il est sorti, si je ne m'abuse, le 21 mai. Donc vraiment, il y a très peu de temps, il y a 2 semaines, quoi. Donc il est tout frais. Je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, je ne sais pas si j'y jouerai. C'est un jeu qui est très original dans son approche, c'est un jeu de plateforme qui propose vachement de renouveau parce que c'est un jeu dans lequel déjà tu ne peux pas mourir. Et globalement, ce que tu fais dans le jeu, c'est d'aller dans des niveaux, rencontrer des créatures, des monstres et tenter de découvrir un maximum de choses sur elles. C'est-à-dire par exemple, si j'utilise ce pouvoir sur tel monstre, qu'est-ce que ça crée? C'est vraiment un jeu d'expérimentation, de découverte et j'ai limite même envie de dire un peu un jeu d'éveil en fait. Et c'est un petit grief que j'ai avec le jeu, c'est que les jeux Yoshi ont toujours été très simples, se sont toujours destinés aux enfants. Mais là j'ai l'impression que ça se destine vraiment aux enfants les plus jeunes. Et vraiment je crois pas que ce soit un jeu qui soit vraiment fait pour les adultes en fait. Alors attention, je dis pas que vous ne passerez pas un bon moment dessus, mais c'est pas fait pour les adultes. Genre je pense sincèrement que ça n'a pas été créé dans cette optique là. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment fait pour les enfants très jeunes. Et pourquoi pas, c'est une tentative. Mais du coup c'est vrai que moi ça ne me tente pas du tout. Cependant la direction artistique est vraiment magnifique, je tiens à le souligner quand même. Parce que c'est vraiment, ça tape à l'œil de fou hein. Maintenant qu'on a abordé à peu près tous les jeux first party qui sont déjà sortis du côté de chez Nintendo, on va aborder ceux qui vont sortir. Et pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, même si là ça commence à faire un moment, Nintendo ont shadow drop une annonce, un trailer pour Star Fox. Le jeu s'appelle très sobrement Star Fox et pour ceux qui ne le savent pas, ça va être un remake du jeu qui était sorti sur un Nintendo 64, donc Lylat Wars si je ne m'abuse. Et ça c'est un cas très particulier aussi, je pourrais en faire une vidéo à part mais je vais l'aborder très rapidement, mais en fait je ne comprends pas l'intérêt de ce projet. Fox c'est un personnage qui a été réintroduit dans le film Mario, parce que c'est quand même une licence qui est un peu, pas oubliée, mais c'est une licence un peu méconnue du grand public. Et ils réintroduisent Fox dans le film Mario. Donc tu dis, bah, c'est génial, ça va le remettre sur le devant de la scène. Et effectivement, c'est le cas. Il est vraiment très beau, en plus il est stylé et tout, enfin il n'y a pas de souci. Donc ça le réintroduit aux enfants. Il y a plein d'enfants qui ont adoré Fox dans le film Mario. Et c'est génial, c'est une super idée. Et Nintendo, ils veulent capitaliser là-dessus. Et ils se disent, ok, les gosses, ils ont adoré Fox dans le film Mario. Le design il est super mignon, il est beau gosse et tout, il n'y a pas de souci, ils l'ont kiffé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un jeu avec des designs photoréalistes qui sortent de nulle part. Les designs de Star Fox Zero ils étaient parfaits, bref. Ils décident de nous sortir des designs photoréalistes, les personnages sont effrayants, et surtout ils font un remake d'un jeu N64 qui est donc juste un jeu de shooter. Donc je ne comprends pas. Ce qu'ils sont en train de faire avec Star Fox, c'est une licence qui a toujours pataugé depuis très longtemps, qui a toujours, c'est compliqué. Enfin, Star Fox, il y a eu un remake du jeu N64 sur 3DS. Là, ils font un deuxième remake sur la Switch 2. Sauf qu'il n'y a pas eu que des remakes, il y a aussi eu des reboots de l'histoire. Enfin, c'est quand que ça s'arrête en fait? Est-ce que vous pensez que ça va attirer les gosses? Mais bref, ça sort le 25 juin, donc c'est très bientôt, hein, mine de rien, c'est dans 22 jours au moment où je tourne ça, donc on verra ce que ça donne. Je reste curieux du projet, mais clairement je ne vais pas l'acheter. Et le mois suivant, le 23 juillet, eh ben, on aura aussi Splatoon Raiders. Et ça c'est pareil, c'est un autre projet que je ne comprends pas, décidément. Mais Splatoon Raiders, en fait, c'est donc un jeu solo sur Splatoon. Il y a eu 3 jeux Splatoon 1, 2, 3, et dans chaque Splatoon, on a toujours un mode solo qui est plus ou moins rempli, et même parfois ils font des DLC, etc. Parce que visiblement,
ils ont des choses à raconter, c'est super, machin. Et là, je pense que c'est un jeu qui était pensé pour être un mode solo ou un DLC de Splatoon 3. Et finalement, ça a été avorté parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient de quoi en faire un jeu complet. Donc pourquoi pas, mais c'est pareil, enfin moi je comprends pas trop en fait, enfin je suis pas du tout hypé, c'est à dire que moi Splatoon j'y ai toujours joué pour le multijoueur, est-ce que ça valait le coup de faire un jeu solo complet à partir de ça? Est-ce que ça va pas devenir chiant à un moment? Ça pour le coup voilà, je me pose la question, je ne sais pas trop ce que ça donnera, on verra. Et le dernier jeu first party qui est censé sortir on ne sait pas quand, c'est Fire Emblem Fortune's Weave. Le jeu a été annoncé pour 2026 et en vrai bah il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce que on a eu un trailer avec très peu de gameplay et depuis rien d'autre. Donc écoutez, on peut pas trop spéculer là-dessus, on sait juste que ça aura un lien avec Fire Emblem Three Houses parce qu'il y a un personnage qui revient, donc ça aura clairement un lien, il y aura une timeline qui sera liée. Mais mis à part ça, bah on peut pas trop se prononcer. Je suis quand même content que ça revienne, peut-être que je l'achèterai, j'avoue que Fire Emblem j'aime bien de temps en temps, donc pourquoi pas. C'est le Jamie Vape du montage là, juste pour dire qu'entre temps il y a eu un Nintendo Direct avec plusieurs annonces. Déjà on a eu la date pour Fire Emblem Fortune's Weave avec beaucoup plus d'images de gameplay. Ça va sortir le 17 septembre et honnêtement le jeu me fait quand même pas mal envie. Il y a aussi eu une annonce d'un DLC, d'un pass d'extension pour Pocopia qui sera en 3 vagues. Il y a aussi l'accès au fond marin, etc. comme sur Animal Crossing. On a eu une nouvelle annonce de Xenoblade Genesis qui va sortir en 2027, qui a l'air d'être très différent des 3 autres Xenoblade Chronicles. Donc franchement, je suis très hypé par cette annonce, attention. On a eu une annonce de Nintendo Switch Sports Resort. J'ai mis quand même une grosse réserve là-dessus parce que le dernier Nintendo Switch Sports, il était vraiment décevant. Là, il y a 12 sports, donc c'est le même nombre que l'opus à l'époque de la Wii. Un peu décevant aussi. On va voir s'il y a plusieurs modes de jeu dans chaque sport. Honnêtement, j'ai mis une grosse réserve, mais pourquoi pas. Mais bon, par contre, il sort le 22 octobre. C'est un jeu, c'est Nintendo Switch Sport Resort sur une île paradisiaque estivale et ça sort en octobre. Ok, pourquoi pas. Et la dernière grosse annonce, évidemment, c'est le remake de Zelda Ocarina of Time qui va sortir en 2026. Très étonnant. On n'a pas encore la date. On n'a eu aucun gameplay. On a eu vraiment 3 secondes d'image pré-rendue avec un Link qui dort sur un lit de paille. Pareil, je suis assez perplexe sur ce projet. Moi, si c'est un projet à la FF7 Remake, c'est-à-dire un truc qui n'a rien à voir hormis l'univers, franchement, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir où ça va. Je reste quand même un peu sur la réserve. On verra. Mais en tout cas, voilà, c'est les dernières annonces qu'il y a eu. Ça me paraissait important de les aborder par honnêteté intellectuelle, bien sûr. Parce qu'il y a quand même, mine de rien, un peu du lourd qui arrive. Mais bon, on aura tout exploré de façon assez exhaustive au niveau de First Party. Alors, mine de rien, il y a quand même pas mal de jeux. Donc, les gens qui disent le catalogue Nintendo, il est catastrophique, ça fait un jeu par mois. Un jeu First Party par mois. Un jeu made in Nintendo tous les mois depuis la sortie de la console depuis plus d'1 an. À cette période-là, la PS5, elle avait Spider-Man Miles Morales, c'est tout, je crois. Mais plus sérieusement, je trouve quand même, sincèrement, que le catalogue de la Switch 2, il est assez solide, on va pas se mentir. Ça veut pas dire que tous les jeux sont bien, on l'a vu, on en a parlé. Tous les jeux sont pas forcément des masterclass, mais mine de rien, force est de constater qu'on est face à un catalogue solide. Il faut rappeler que la console, elle a qu'un an. Maintenant, évidemment, on va attendre les gros titres, on va attendre le prochain Mario 3D, le prochain Zelda, le prochain Smash Bros. Ils ont encore de belles cartouches à nous sortir. Mais effectivement, on est déjà pas mal. Alors, il y a aussi les émulateurs Nintendo Switch Online dont j'ai pas parlé, mais très honnêtement, c'est inintéressant. Je crois que sur l'émulateur de la GameCube, ça fait plus d'1 an qu'il existe, je crois qu'il y a genre 6 ou 7 jeux. Enfin, je préfère pas le mentionner parce que vraiment, on pourrait avoir du Smash Melee, on pourrait avoir du Mario Sunshine. Que dalle, pas de Luigi's Mansion, rien. Alors il y a quand même quelques derniers points que j'aimerais mentionner par acquis de conscience en ce qui concerne la transition de la Switch 1 à la Switch 2. Parce que pour moi c'est assez important et on va en parler. Nintendo sur la Switch 1, sur la toute fin de vie de la Switch 1, ils avaient annoncé le principe de carte virtuelle sur la console qui te permet de partager à tes amis des jeux que tu possèdes en digital et de leur envoyer. C'est-à-dire que toi du coup tu peux plus y jouer et tu peux leur envoyer genre je sais plus 2 semaines et du coup ton pote pendant 2 semaines il peut jouer à ton jeu. Et moi je trouve ça très cool que cette feature elle revienne après tant d'années. C'est vraiment on met le partage au centre et tout, et ça pour le coup c'est vraiment une très bonne feature, c'est génial. Mais d'un autre côté, parce qu'une bonne nouvelle ne vient pas sans une mauvaise, il faut savoir que Nintendo a supprimé le principe des points or. Alors les points or, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était une sorte de monnaie d'échange, c'était du cashback en fait. C'est-à-dire que si t'achetais un jeu en digital qui te coûtait, je sais plus par exemple, si ça coûtait 50 €, tu recevais, je sais pas, je dirais 500 points or
Je sais plus combien c'était la quantité, mais je crois que c'était à peu près ça. En gros, tu recevais peut-être 10% du prix, 5 à 10% du prix en points or, ce qui donnait du cashback. Et du coup, pour ton prochain achat, tu pouvais utiliser 500 points or, et du coup 100 points or, ça équivalait à 1 euro, donc 500 c'est 5 euros. Et c'était un très bon système, et tu avais ça aussi sur les jeux en physique. C'est ce qui permettait de récompenser les joueurs les plus fidèles, ceux qui achetaient le plus de jeux, etc. Bon bah ce système il a disparu sur la fin de vie de la Switch 1, donc clairement en prévision de la sortie de la deuxième console. Il n'y a pas eu de système de remplacement, on n'a rien de plus en termes de cashback, mais c'est pas la seule chose qu'ils ont enlevé en termes d'avantages financiers, puisqu'ils ont aussi enlevé les tickets de jeu. Les tickets de jeu c'est pareil, c'était quelque chose de très pratique, puisque si tu étais un joueur très digital, moi je m'en étais jamais servi, mais si tu étais un joueur digital, tu pouvais acheter pour 100 € sur le Nintendo eShop 2 tickets jeux. Et ces 2 tickets jeux, ça te permettait de choper les jeux Nintendo First Party en échange d'un ticket. Ce qui valait quand même vachement le coup parce que du coup Zelda Breath of the Wild, il était à 70 € sur l'eShop. Donc t'achètes un ticket de jeu à 50 €, enfin du coup 2 tickets à 100 €, ça fait un ticket qui équivaut à 50 €. Donc en gros t'avais Zelda Breath of the Wild pour 50 balles en digital. Donc c'est le prix magasin que t'as en digital. Donc c'était une très bonne idée, c'était un très bon système qui avantageait vachement les joueurs digitaux. Et bah ça c'est pareil, ce système-là ils l'ont enlevé. Et pas de remplacement, que dalle, pas de dédommagement, rien du tout. Mais c'est pas les seuls points négatifs qui accompagnent la sortie de la Switch 2, bien sûr. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense notamment au système de Game Key Card qu'ils ont introduit Nintendo. Et ces Game Key Card, concrètement, ce sont des cartouches physiques. Donc tu achètes une boîte avec une cartouche dedans. Sauf que sur cette cartouche, tu n'as pas de données d'installer sur la cartouche. En gros, la cartouche, ça te donne accès au droit de télécharger le jeu sur le Nintendo eShop. Pour l'instant, c'est surtout utilisé par les éditeurs tiers, mais ça a été aussi utilisé pour le jeu Pokopia, qui n'est pas un jeu tiers finalement. Alors, je dis que c'est une autre mauvaise nouvelle parce que beaucoup considèrent ça comme une mauvaise nouvelle. Honnêtement, moi, j'avoue que je suis pas non plus à cheval là-dessus, je suis pas... Enfin, honnêtement, je vous le dis, hein, sincèrement, j'en ai un peu rien à foutre. Et au-delà d'en avoir un peu rien à foutre, même si, oui, c'est pour la préservation du jeu vidéo, etc., mais malheureusement, enfin, on va forcément y passer, c'est la dure réalité de la chose. Mais au-delà de ça, je trouve que ça a été très dur parce que, en fait, Nintendo n'ont rien inventé. Enfin, ça fait des années et des années et des années depuis l'époque de la PS4 que Sony font ça. C'est complètement normalisé chez Sony et chez Xbox depuis des années que sur les CD, il n'y a pas toutes les données et que tu as une grosse partie des données qui va être téléchargée en RAB. Il y a des CD depuis très longtemps où il n'y a quasiment aucune donnée, où tu sais, tu as des téléchargements à genre 300 MO et après tu tapes un deuxième téléchargement à 100 Go, tu vois. C'est très connu, tous ceux qui jouent chez PlayStation le connaissent. Et ça a été accepté depuis très longtemps, mais là, comme c'est Nintendo qui le fait, évidemment, il y a eu un backlash de zinzin. Donc j'avoue, je comprends pas trop la polémique, honnêtement, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Un autre truc qui a bien fait gueuler, et là, pour le coup, c'est à juste titre, c'est Mario Kart World à 90 €. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. C'est une réalité. Moi, je conchis sur les gens qui disent « Ah oui, il est à 90 € prix fort, mais si tu vas à Leclerc, tu l'as à 70 !» Merci pour ta remarque. Merci, très pertinent. Et quand les jeux ils coûteront 110 € en physique, quand Nintendo ils feront je sais pas, Smash Bros Ultimate 45 V2 à 110 € en physique, bah toi tu leur suceras la bite et tu diras bah oui mais à Leclerc il est à 90. Mais c'est très pertinent Timothée, merci pour cet argumentaire. J'aime pas cet argument, c'est complètement con. On normalise les prix hauts en disant ah oui mais c'est moins cher ailleurs. Évidemment que c'est moins cher ailleurs. Ça s'appelle un produit d'appel, c'est les grandes surfaces qui font ça. Mais dans tous les cas on se fait baiser en fait. Arrêtez avec ces arguments, arrêtez de normaliser ça. Clairement, Mario Kart World à 90 € c'est du foutage de gueule. D'accord c'est un open world mais ça ne mérite en aucun cas ce pricing. Enfin je suis désolé. Qu'est-ce qui justifie en fait? Est-ce qu'il y a eu plus de frais engendrés que pour le développement d'un The Last of Us ou d'un God of War? Non. Est-ce qu'il y a eu plus de développeurs mobilisés? Certainement pas. Est-ce que ça a pris plus de temps? Certainement pas. Donc il y a un moment, arrêtons avec ces prix complètement cons, enfin ça n'a aucun sens. Je suis désolé, faut arrêter. Mais le pricing, globalement, dans le jeu vidéo de manière générale, c'est un autre sujet très très intéressant. En fait, le problème principal de ça, c'est que Nintendo se sont calibrés sur les prix du marché, c'est-à-dire que PlayStation et Xbox font des jeux à 80 €, donc Nintendo se sont calibrés, ils sont calés dessus, ils se sont dit ok, on met Mario Kart à 80, ce qui déjà est limite je trouve, mais à la limite tu pourrais dire ça se comprend, sauf qu'en plus Nintendo ont eu la bonne idée d'un système qui, en soi, quand tu prends du recul, est logique, c'est-à-dire que effectivement
c'est pas idiot qu'un jeu physique coûte 10 € plus cher qu'un jeu digital. Il y a l'envoi des cartouches, il y a les productions des cartouches, de la boîte, l'usinage, etc. Le fait d'envoyer dans les magasins, donc tu te dis, c'est pas choquant. Sauf qu'il y a deux penchants négatifs à ça, c'est que déjà Nintendo, ils font clairement ça pour avoir le monopole, parce que si tu mets les jeux en physique plus cher, bah forcément les grandes surfaces, elles vont vendre des jeux, et au final, les jeux en grande surface et en digital se retrouvent quasiment au même prix, parce que du coup, Mario Kart World, il est à 90 € en physique, prix conseillé, donc 70 à Leclerc, et en digital, du coup, il est entre deux, il est à 80. Donc en fait, Nintendo veut commencer à rapprocher les prix physiques des prix digitaux, pour qu'en fait, les gens qui veulent acheter en physique, ils se disent, oh, bah, vas-y, ça sert à rien. Moi, j'achète en physique pour que ce soit moins cher, si c'est pour que ce soit le même prix que sur le Nintendo eShop, je vais acheter en digital. Et du coup, forcément, Nintendo, ils ont le monopole, ils touchent tout l'argent, etc. Donc c'est très intelligent de leur part, hein, mais c'est une belle technique d'enfoiré quand même. Et l'autre pendant négatif à ça, c'est que tout simplement, bah, ça normalise des prix de fou furieux, parce que voilà, c'est insupportable. Enfin bref, on a, je pense, abordé beaucoup de sujets dans cette vidéo. J'espère qu'on a été suffisamment exhaustif. Alors, il y a plein de trucs dont on aurait pu parler, hein. Les tentatives de piratage de la Switch 2, le fait que la Switch 2 puisse être briquée par Nintendo, enfin, il y a plein de trucs à aborder, vraiment, genre, renseignez-vous, même les trucs sur les ports USB et tout, enfin, il y a plein d'autres choses que j'ai pas pu aborder effectivement, mais la vidéo dure déjà trop longtemps, là je suis à plus d'1 heure de tournage, je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va être intankable et inregardable. Mais en tout cas, il s'en est passé beaucoup des choses en un an de Switch 2, hein, clairement. Alors maintenant, le verdict, est-ce que la Switch 2 c'est un flop, ou alors est-ce que ça mérite que l'on l'achète? Bah pour résumer, mon avis, c'est qu'en fait, elle fait son taf, voilà, elle fait le minimum, elle fait pas beaucoup plus que ce qu'on lui demande, mais bah mine de rien, ça marche. Ça reste aujourd'hui une des consoles de son genre les plus accessibles et les plus efficaces, et quand tu vois que le Steam Deck il vient de prendre 300 balles très récemment dans la gueule, bah ça fait relativiser hein, sur l'augmentation de 30 € de la Switch 2. On arrive sur la fin de vie de la première Switch, donc très clairement il va pas y avoir beaucoup plus de suivi. Là il y a eu Tomodachi sur la première Switch et je crois que ça va être à peu près tout, hein. Vraiment la première Switch elle est toujours très pertinente, elle est toujours très bien pour jouer à des jeux très sympas. Maintenant, effectivement, si on veut les nouveautés Nintendo, bah, va falloir passer à la Switch 2. Ça reste une console qui a des lacunes, faut pas s'attendre à des merveilles en y jouant. Maintenant, je pense quand même que dans le paysage vidéoludique, ça reste un essentiel, voilà. Faut dire la vérité, Nintendo, ils sont toujours des exclus aussi fortes. Si vous voulez les exclus Nintendo, bah faut la Switch 2, hein, tout simplement, il n'y a pas le choix. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous comptez lui accorder une chance ou pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment, sincèrement, merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à la tourner, je pense que je vais passer beaucoup de temps à la monter aussi. Si jamais ça vous a plu, mettez un petit like, mettez un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours un petit soutien, c'est très sympathique. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la Switch 2, sur le catalogue et tout, parce que là on a parlé de plein de choses, donc vraiment, balancez-moi des pavés, je les lirai avec plaisir. Merci à tous, la bonne journée, la bonne santé, les plein de bonnes choses, c'est super, génial et...